Merci à vous tous d'être présents en soirée, en fin de journée, pour penser cette question importante, cruciale, que Philippe et moi, effectivement, nous pensons centrale du développement futur de nos sociétés. Et certainement, si vous êtes là, c'est que vous êtes également, vous partagez ce souci. En guise d'introduction, je dirais ceci, la démocratie économique, eh bien, pour cadrer un tout petit peu le propos, parce que vous allez voir que je vais devoir faire à grandes enjambées, des raccourcis importants. C'est toute la difficulté d'avoir des séances comme celle-ci qui sont des séances où on peut partager le savoir et où on a un temps qui est évidemment limité, même si c'est déjà le grand luxe par rapport à une publicité à la télé, mais c'est quand même extrêmement limité par rapport à toute la complexité qu'on aimerait rendre aux choses et aux faits sociaux qui sont eux-mêmes complexes. Mais donc le contexte est celui-ci, le contexte, pour vous cadrer le propos, est celui d'un monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous essayons de penser en tant que scientifiques, qui est celui de la fin des alternatives macrosociales. On l'a dit assez, le mur de Berlin s'est écroulé en 89, Fukuyama a écrit un bouquin qui semblait valider l'idée qu'au fond, en gros, on a fait aujourd'hui, l'humanité en gros a fait un choix. La version forte de ce choix, ça serait la victoire du néolibéralisme, pour le dire vite, et la version modeste, ça serait celle d'une conjonction, d'une partition entre le libéralisme économique, la démocratie pour le politique, et puis le capitalisme pour nos arrangements économiques. Hors de ça, aujourd'hui, il n'est pas nécessairement crédible, effectivement, de s'aventurer quand on est, en tout cas, François Hollande ou Bard-de-Wever, quoi. Donc, nous ne sommes ni François Hollande ni Bard-de-Wever, Dieu nous en préserve, pardon, et donc nous avons la chance de pouvoir penser en dehors, effectivement, d'un contexte d'emprise sur le destin humain. Et au contraire, de vouloir participer à l'approfondissement du projet démocratique. Alors là-dedans, que peut faire donc la science et la recherche en sciences sociales? La recherche en sciences sociales essaye de contribuer à cette aventure humaine. Et sa contribution spécifique, c'est celle, je me réfère ici à la pensée, aux travaux de Jürgen Habermas, c'est celle de viser une connaissance au service de l'émancipation collective. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, on peut faire de la science pour différentes raisons. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à reconnaître, mais au fond, quand on fait de l'épistémologie des sciences, on doit se rendre compte que la science est poursuivie au nom de finalités, des finalités qui sont ses moteurs. Le médecin va faire de la recherche pour guérir le patient, l'ingénieur pour construire un pont qui tienne, et le sociologue pour aider la société à développer, approfondir son projet démocratique. Et au fond, là, vous retrouvez structurellement chaque fois un intérêt de connaissance qui guide la recherche, qui guide le scientifique. Tout le monde ne le reconnaît pas nécessairement, mais tout le monde est mobilisé par un intérêt de connaissance. Ça, c'est le concept Habermas. Ici, l'intérêt de connaissance que nous allons mobiliser, c'est celui de l'émancipation. Et c'est ce que Habermas vise par l'intérêt de connaissance de ce qu'il appelle les sciences sociales critiques, c'est-à-dire les sciences sociales qui n'adhèrent pas à l'ordonnancement des rapports de domination tels que la société les connaît aujourd'hui, que l'on peut enregistrer, mais dont on peut vouloir s'émanciper, justement en référence à un projet d'autonomie collective démocratique. Et en cela, donc, la finalité du travail scientifique va être d'aider la société à approfondir son projet démocratique, et le moyen est celui, la méthode est celui de nourrir l'agora démocratique. Donc, notre présence ici, évidemment. Alors, nous avons deux leçons donc à vous proposer, deux leçons qui sont vraiment des travaux en cours. Il y a des choses
publiées dont nous allons parler, il y a des choses plus exploratoires. On vous demande vraiment d'entendre ça comme une contribution. Nous n'avons évidemment pas la vérité. Sur ces questions, la réalité est extrêmement complexe et il n'y a pas de vérité. Il n'y aura que la compréhension partagée que l'on va pouvoir élaborer. Et donc, nous avons construit 2 leçons qui, nous l'espérons, pourront amener quelques clarifications sur cette question qui nous semble urgente de la démocratie économique. Alors, il y a 1000 acceptions possibles à ce terme de démocratie économique. Certains vont penser la démocratisation des rapports dans l'atelier où l'ouvrier va pouvoir peser sur son travail et ils vont penser coopérative ouvrière. D'autres vont penser taxe Tobin, les troisièmes vont penser négociation, syndicat, patronat. Enfin, il y a donc une série d'acceptions très très variées et on aurait pu consacrer les 2 leçons uniquement à enregistrer ces différentes acceptions et en fait à essayer de les ordonner. C'est un travail important qui est fait en partie par les chercheurs et pas complètement. Mais nous avons choisi de ne pas faire ça. Nous avons choisi, au contraire, de vous proposer ce qui est l'état de notre compréhension des enjeux, qui évidemment s'appuie sur toute une série de travaux existants et que nous avons découpé comme un niveau essayant de faire sens de la vie des travailleurs et de la vie dans l'entreprise, que nous avons regroupé sous le terme de microéconomie, et puis un niveau qui est le plus macroéconomique dans lequel nous puissions nous trouver, qui est le niveau européen, dont vous parlera Philippe mardi prochain. Ce sera une sorte de grand écart, mais vous allez voir qu'évidemment les lignes de force sont communes. Il y a définitivement un petit problème, mais ce n'est pas grave. Donc, quant à ce que nous... Oui, laissez-moi reprendre mes esprits. Donc, 2 leçons sur le projet démocratique dans le cadre de l'économie. Quel sens ça a de parler de démocratie et d'économie en même temps? Et là, il faut d'emblée poser le fait que dans notre monde occidental, nous héritons d'une tradition de pensée qui est, oui, à 360 degrés, si vous voulez, qui a vraiment partitionné l'économique et le politique, qui s'applique à des champs différents, avec des manières d'ordonner les rapports au sein de ces 2 champs qui sont très différentes. Il y a d'un côté la police grecque, hein, avec l'idéal démocratique, de l'autre côté l'oikos de l'économie. Ça pose problème aujourd'hui. On ne peut pas, vous allez voir, ça c'est la thèse en fait fondamentale de ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est que ça n'a plus de sens de penser comme ça n'éclaire plus rien, on ne comprend pas ce qui se joue dans l'économie si on continue à endosser cette distinction. Alors faisons un petit peu d'étymologie justement. Quand on parle aujourd'hui, donc nous plongeons maintenant dans cette microéconomie. Quand on parle d'économie aujourd'hui, les mots que l'on mobilise, les mots que nous utilisons, et en sciences sociales, nous utilisons évidemment le même dictionnaire que celui du sens commun. Bon, nous parlons d'économie. Nous-mêmes, donc, avons une première séance de microéconomie. Quelle est l'étymologie de microéconomie? Économie, oikos, nomos, en grec, la norme, la règle de la maison, du foyer. On parle de la sphère privée dans laquelle les entreprises privées déploient leurs activités. Un travailleur va signer un contrat de travail dans lequel il souscrit à un principe de subordination. Il accepte d'être de rang inférieur, il est subordonné. Vous entendez là tout un vocabulaire qui met à distance le monde du travail, le monde de l'économie, des coordonnées de l'espace public. Hein, l'espace public, la démocratie, ça n'a rien à voir avec de l'oikos nomos, du subordinatio. Et voilà donc l'économie, l'entreprise, le travail qui,
immédiatement, si vous voulez, fait référence à un univers de compréhension qui est typique de la sphère privée. Et pourtant, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que quand on étudie le travail et l'entreprise, on a affaire à une toute autre réalité. On a affaire à une réalité qui relève bien plus du domaine de la sphère publique, de l'espace public démocratique, qui fait référence à l'égale dignité d'autrui, à l'égalité, à un démos dont on se demande s'il a le pouvoir ou pas d'ordonner la vie du travail. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans ce sujet-là, dans le vif du sujet, en vous proposant 2 parties à mon exposé. La première partie va relever de l'appréhension de ce qu'est l'entreprise. Je vais essayer de voir avec vous qu'est-ce qu'une entreprise. Je passerai en revue les versions classiques et puis je vous proposerai une version qui me semble plus satisfaisante au vu des limites de compréhension de cette version classique. Et ensuite, ça me permettra de tracer une perspective historique qui montrera le dilemme, la tension dans laquelle le travail se trouve aujourd'hui et m'amènera à faire la proposition du bicamérisme économique. Bicamérisme, bicaméralisme, il faut savoir, vous serez heureux de savoir qu'en français de Belgique, on dit bicaméralisme et en français de France, on dit bicamérisme. Alors, comme mon éditeur est français, il m'a fait tout changer. Et donc, quand je suis en Belgique, je dis quand même bicaméralisme, mais là, je vois que sur mon plan, j'ai été bêtement francisée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise? Qu'est-ce qu'une entreprise? La version classique que vous connaissez tous, c'est que, bien sûr, le capitaliste, celui qui a quelque chose à investir dans la vie économique, investit dans une entreprise dans la perspective d'obtenir un retour sur investissement. Ça, c'est la logique même du capital qui investit à la recherche d'un profit. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'un travailleur? Un travailleur, au fond, c'est un petit peu pareil, c'est quelqu'un qui investit dans l'espoir d'un salaire. Donc le travailleur, lui aussi, investit à la recherche d'une autre finalité que la vie dans le travail. Ce qu'il cherche, c'est ce salaire qui est l'instrument de sa vie au travail. Et donc l'entreprise, au fond, dans cette compréhension assez frustre, mais qui est toujours la compréhension de l'économie, est en fait une organisation où se déploie la rationalité instrumentale. Dans une telle compréhension, il est donc tout à fait logique que le pouvoir revienne à ceux qui sont les meilleurs représentants de cette rationalité instrumentale. Et évidemment, le meilleur représentant de la rationalité instrumentale, ça va être effectivement celui qui investit son capital. Parce que l'on sait que le travailleur, lui, peut être perverti par la camaraderie qui naîtrait sur le milieu de travail, ou il serait pris d'une espèce de loyauté vis-à-vis de l'entreprise qui n'a finalement pas tellement lieu d'être. Donc il ne pourrait pas nécessairement, le travailleur, prendre des décisions de manière complètement rationnelle par rapport à cette rationalité instrumentale. Et voilà donc le schéma à quoi ressemble l'entreprise capitaliste actuelle. C'est un schéma de gouvernement monocaméral, hein, je vais y revenir. Vous avez une chambre législative qui est en fait le conseil d'administration. Ce conseil d'administration va prendre toutes les orientations à l'image d'un pouvoir législatif et cela au nom des actionnaires qu'il représente et dont il veille à leurs intérêts. Et donc, il ne faut évidemment pas s'étonner, c'est tout à fait logique, que le comité exécutif de l'entreprise veille aux intérêts de qui? Aux intérêts des actionnaires. C'est écrit, si vous voulez, dans le design institutionnel. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de surprise.
Mais je le disais tout à l'heure, cette compréhension de ce qui se vit dans l'entreprise est évidemment insatisfaisante et vous tous qui êtes dans la salle aujourd'hui certainement savez combien ça n'a pas beaucoup de sens. Et si vous interrogez n'importe quelle personne qui travaille, vous allez bien sûr immédiatement déboucher sur une expérience beaucoup plus riche que celle-là. Toutes les enquêtes, effectivement, aujourd'hui, convergent pour montrer que le travail est une expérience qui est avant tout ce que j'appelle de l'ordre de l'expressivité, c'est-à-dire de l'ordre du sens. Bien sûr, il y a une dimension instrumentale dans le travail. Les travailleurs souhaitent être payés correctement, effectivement. Oui, c'est la base. Mais une fois que cette dimension instrumentale est prise en charge, ce qui se vit dans le travail est bien plus riche que ça. Et si vous ne comprenez que cette dimension instrumentale, vous ne savez en gros rien expliquer de ce qui se passe dans une organisation. Vous ne savez pas expliquer pourquoi les gens sont motivés ou pas à travailler, pourquoi les gens vont résoudre les problèmes des clients ou pas. Vous ne savez pas expliquer pourquoi les gens vont aller dans la rue ou faire la grève. Bien sûr, souvent, dans les conflits sociaux, il y a une dimension instrumentale, mais cette dimension instrumentale est très rarement majoritaire. Donc, au fond, une compréhension plus riche, plus adéquate de l'expérience du travail, c'est de comprendre que dans le travail se vit des dimensions de sens qui sont fondamentales pour la vie humaine. Et ces dimensions sont le fait d'appartenir au tissu social, si vous voulez, de se voir inscrit dans un tissu social, de pouvoir se sentir utile à quelque chose. J'ai fait ma thèse sur les caissières de supermarché. Certains peuvent estimer qu'être caissière de supermarché, ce n'est pas du tout utile ou ce n'est pas un travail qui est digne de ce nom. Eh bien, les caissières de supermarché se sentent utiles à quelque chose. Elles se sentent utiles au moins à leurs collègues, souvent à l'entreprise pour laquelle elles travaillent. Et ce sentiment d'utilité est fondamental dans le bien-être humain. Évidemment, travailler, c'est aussi faire quelque chose d'intéressant. Alors, pour des gens comme Philippe et moi, Isabelle, évidemment, nous avons notre travail, c'est notre passion. Et nous avons une chance énorme, c'est un luxe énorme de pouvoir effectivement être à ce point ancré sur la dimension de la qualité intrinsèque, si vous voulez, du travail. Mais à mesure que vous regardez l'échelle des qualifications, de la plus basse à la plus haute, vous allez toujours trouver en dernier ressort les dimensions expressives du travail qui font le ressort du rapport au travail. La dimension instrumentale est toujours présente, mais elle est minoritaire. Alors donc le travail, comme je le dis, c'est d'abord une expérience expressive. Et c'est important évidemment de le vérifier parce que si on pouvait enregistrer le fait que les gens travaillent de manière, en développant un rapport instrumental au travail, eh bien évidemment il n'y aurait plus rien à dire. Et c'est un peu pour ça que l'économie s'arrête là. Parce que forcément l'économie du travail, bien sûr, a connu toute une série de raffinements. Mais en gros, à partir du moment où on développe cette compréhension du travail, ça ne sert à rien d'essayer de creuser. Donc creusons. Aujourd'hui, comme vous savez, nous ne sommes plus dans le monde industriel des 30 glorieuses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la spécificité du travail? C'est qu'il se déploie dans le cadre d'une économie de service. Dans une économie de service, vous avez ce genre de situations qui sont en photo ici. Vous avez, quelle est la constante? La constante, c'est la présence du client sur le milieu de travail. Si pas en face à face, en tout cas de manière médiée par différents moyens de communication. Et cette présence du client dans le régime de production est en train de tout changer. Je suis parmi les sociologues du travail qui prétendent que ça change tout. On est très, très, très minoritaire pour le moment en sociologie du travail parce que nous sommes toujours un peu aveuglés par le modèle industriel je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que ça change. Ce que ça change, c'est le fait que les travailleurs aujourd'hui ne sont plus en contact d'abord et avant tout avec la matière ou avec leurs collègues de travail, mais qu'ils sont toujours en contact avec des tiers
qui ne sont pas leurs collègues de travail ou leurs supérieurs hiérarchiques. Et la présence du client sur le milieu de travail est en train de changer l'expérience du travail. Pour parler comme une sociologue que je suis, je vous dirais alors ceci. Ce que ça change, c'est que les travailleurs mobilisent la culture qui est typique de l'espace public. En fait, on ne peut pas faire la différence quand on est un travailleur entre l'interaction, si je sers quelqu'un, que ce soit à la caisse d'un supermarché ou dans un restaurant ou un client dans un cabinet d'avocat ou un patient à l'hôpital, si je réponds à la demande de ce usager, client, patient, cette personne est ce tiers qui n'est pas mon collègue, qui n'est pas mon supérieur hiérarchique et duquel j'attends la reconnaissance de, en gros, mon égale dignité. Je ne vois pas pourquoi, parce que je servirai quelqu'un dans le cadre de cette économie de service, je devrais renoncer à mon égale dignité. Cette conviction est en fait la norme culturelle fondatrice et qui découle et donc est produite par les espaces publics des sociétés démocratiques stabilisées, avancées. Et donc là, il faut voir, si vous voulez, il faut prendre la mesure de ce que l'on voit là. C'est que dans le travail, les gens mobilisent les conventions qui sont typiques de l'espace public démocratique. Ils ne se vivent pas comme étant dans un espace privé, de la sphère privée, où ils seraient le domestique subordonné de quelqu'un, d'un grand bourgeois qui pourrait leur dire « ce soir j'ai un grand dîner, donc tu exécutes ceci, et demain je vais à la chasse, et donc tu me prépares mes affaires. » Évidemment que ce domestique ne va jamais dire « Monsieur, madame, enfin, ce soir un dîner, pourquoi ?» Non, bien sûr. Mais justement, il ne s'agit pas de ça. Le travailleur aujourd'hui, dans le monde des services, n'est pas un domestique. Alors là, attention, pardon, j'entends que je pourrais être mal comprise. Il n'est pas un domestique. Enfin, il ne se vit pas comme un domestique. Mais précisément, la manière dont sa vie au travail est organisée considère toujours, si vous voulez, part toujours du postulat qu'il est un domestique, qu'il est subordonné. Donc, ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème et de manière, il faut tout de suite, si vous voulez je vais faire un travelling avant et puis on va revenir, mais si vous vous intéressez aux entreprises les plus innovantes aujourd'hui, vous allez voir qu'elles ont toutes en ligne de mire le fait de démocratiser la vie de l'entreprise. Si vous prenez une entreprise capitaliste intensive, même comme Google, vous allez voir qu'il y a 3 niveaux de hiérarchie, seulement 3 niveaux de hiérarchie, alors qu'il y a des milliers de travailleurs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut horizontaliser, il faut mettre les travailleurs en position d'avoir une prise sur leur vie au travail si l'on veut tirer le meilleur d'eux-mêmes. Donc vous allez voir aussi que le diable est dans les détails et que toute cette discussion peut mener à différentes conclusions, bien sûr. Mais ce que vous entendez en tout cas, j'espère, c'est qu'il va y avoir un argument que l'on peut tenir pour la démocratisation de l'entreprise qui se fait en référence à une conception sur la justice, ce que la justice démocratique requiert aujourd'hui dans la vie interne de l'entreprise. Et il va y avoir un argument aussi qui peut être tenu en regard de ce que l'efficience requiert. Et donc, que ce soit en justice ou en efficacité, il y a une rencontre possible de cette préoccupation pour la démocratisation de l'entreprise. Un dernier point encore sur la compréhension du travail. Donc, j'ai dit le travail, c'est une expérience d'abord expressive. C'est une expérience en fait aujourd'hui, parce que ce n'est pas le travail d'il y a 50 ans qui inscrit dans l'espace public. Aujourd'hui, plus de 80% de l'emploi en Belgique se trouve dans le secteur des services. Et encore plus précisément que ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, je pense qu'il faut dire que le travail est une expérience pleinement politique.
pleinement politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on écoute ce que les gens ont à dire sur leur vie au travail, quand on écoute ce qu'ils disent à propos des petits problèmes du travail, ce que de l'extérieur on peut considérer comme des petits problèmes du travail, parce que pour les gens, en fait, ça peut être des très gros problèmes, du genre comment les bureaux sont répartis, qui va avoir accès à une formation, quelle est la manière dont on va pouvoir, quelle est la manière de organiser les prises de congés, tous ces petits problèmes, en fait, la gestion du travail quotidienne, eh bien, mobilise toujours des conceptions sur la justice. Si vous interrogez les gens, vous allez entendre qu'ils considèrent que la manière dont ceci est organisé ou cela, au fond, est juste ou injuste en référence à une conception de la justice. Il y a une série de conceptions sur la justice possible, mais il n'y en a pas une infinité. Et en fait, ce qu'on va entendre, ce que moi j'ai entendu, et ce à quoi j'ai consacré donc un livre qui était tiré de ma thèse qui s'appelle « Critique politique du travail », ce qu'on entend, c'est l'intuition de la justice démocratique. L'idée qu'on devrait pouvoir peser sur ces questions, en fait, qui me concernent au premier chef, dans le cadre de mon travail. Et j'ai un avis. La caissière du supermarché a un avis sur énormément de choses qui vous étonneraient peut-être. Mais la caissière du supermarché, en fait, souvent, a terminé ses études du secondaire. Et la caissière du supermarché, donc, n'est pas cet ouvrier peu qualifié qui savait à peine lire ou écrire ou qui même ne parlait pas français dans les années 50 à la chaîne du constructeur automobile. Aujourd'hui, dans une économie de service, on a affaire à une force de travail qui est historiquement, qui n'a jamais été aussi qualifiée et aussi compétente pour comprendre la situation de travail dans laquelle elle se trouve. Et donc, je disais expérience politique. Pourquoi? Parce qu'à la fois, vous avez ce vécu du travail au travers, si vous voulez, des lunettes de la justice, et en même temps, toujours, l'obligation, la nécessité de s'inscrire par rapport à un collectif de travail. Je m'explique. Aujourd'hui, vous savez tous qu'on parle de flexibilité. Flexibilité du travail, flexibilité horaire, polyvalence. Bon, il y a beaucoup de niveaux de flexibilité possibles dans une organisation. Mais là aussi, une chose qui est mal analysée, à mon sens, par la sociologie, on dit souvent que la flexibilité est une expérience d'individualisation. Et effectivement, les horaires s'individualisent, les salaires éventuellement s'individualisent, énormément de choses s'individualisent. Mais quelle est la meilleure compréhension que l'on peut avoir d'un point de vue sociologique de cette individualisation? Eh bien, c'est le fait que les individus, précisément, sans cesse doivent s'en référer à des collectifs qui évoluent. Et ce travail de mobiliser les conceptions sur la justice, dans le cadre d'inscription dans des collectifs, en référence, pas seulement à moi, mes petites préférences individuelles, mais moi, travailleur, qui me rend compte qu'il y a d'autres travailleurs dans ce milieu de travail qui est le mien et qui est peut-être très agréable, peut-être très problématique, peu importe, eh bien, je fais une expérience qui s'analyse mieux, je pense, comme étant de l'ordre de l'expérience politique. Parce que nous dit la philosophie politique? La philosophie politique nous dit que l'expérience politique par excellence, c'est précisément la mobilisation de vos conceptions sur le juste et l'injuste en référence au collectif, en référence à l'organisation du collectif. Eh bien donc aujourd'hui, dans le cadre d'une économie de service capitaliste, majoritairement, mais inscrite dans une société démocratique, à culture démocratique qui s'approfondit, eh bien travailler, c'est faire une expérience politique qui est animée par cette intuition de la justice démocratique, guidée par l'idée qu'il n'y a pas de bonne raison pour laquelle je ne pourrais pas peser sur la vie au travail qui me concerne au premier chef. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, le monde du travail n'est pas organisé
aujourd'hui en tout cas, pour reconnaître cette expérience politique des travailleurs. Au contraire, le monde du travail est toujours tributaire de cette compréhension typique de l'économie comme émanant de la sphère privée où le domus décide. Le domus, le chef de maison, décide de manière arbitraire et où donc il y a un rang, si vous voulez, des personnes qui est bien établi et que l'on ne remet pas en question. Le monde du travail n'est évidemment pas organisé en référence à cette intuition démocratique des travailleurs. Il est toujours organisé selon l'idée que cette rationalité instrumentale est au mieux déployée par les investisseurs en capital et donc c'est eux qui doivent gouverner le travail de manière à mettre en œuvre en fait un régime domestique, un régime typique de la sphère privée. Une autre manière de le voir, c'est de vous montrer ce graphe pour les visuels, c'est parfois plus clair. Quand vous pensez évidemment à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est de voir que l'économie, l'entreprise, le travail est pris, si vous voulez, tiraillé entre l'influence de ces deux régimes de gouvernement du travail, que le régime domestique typique des rapports privés et le régime civique, démocratique typique des rapports publics. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise? Qu'est-ce qu'une entreprise? Et même plus fort encore, qu'est-ce qu'une entreprise capitaliste? Parce que c'est à cette question-là que je voudrais répondre. L'entreprise capitaliste, c'est la combinaison de deux rationalités. La rationalité instrumentale, j'en ai parlé, il semble idiot de la nier. Évidemment que le capitaliste investit en espérant un retour sur investissement et il y a aussi effectivement une dimension instrumentale qui peut être présente chez les travailleurs. Mais comme je le disais, chez les travailleurs, cela ne permet pas de comprendre ce qui meut, quelle est la logique du travail. Pour les travailleurs, je pense qu'il faut comprendre que les travailleurs sont mus par une rationalité politique. Rationalité politique pour justement approcher cette logique de se rapporter aux faits, à la vie dans le travail, selon les conceptions du juste et de l'injuste dans le cadre d'inscription dans des collectifs. Et donc, qu'est-ce qu'une entreprise capitaliste? Ce n'est pas le lieu de déploiement d'une rationalité instrumentale hégémonique. C'est en fait le lieu de combinaison de deux rationalités, la rationalité instrumentale et la rationalité politique. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise capitaliste? D'une part, un capitaliste, effectivement, qui investit pour le profit, cette rationalité instrumentale. Un travailleur qui, lui, est mu par une rationalité politique. Et c'est de la combinaison de ces deux rationalités dont dépend le succès de l'entreprise capitaliste. Je parle bien de l'entreprise capitaliste. Si vous prenez la mesure de ça, vous devez comprendre qu'en fait, l'entreprise est très, très mal comprise si l'on pense à elle dans les termes d'une organisation. L'entreprise, c'est en fait une entité fondamentalement politique qui est en train de sans cesse essayer de faire la combinaison entre deux rationalités. Je disais entreprise mieux comprise comme une entité politique. Une entité politique qui fait sans cesse, si vous voulez, qui essaye de combiner, qui fait des arbitrages entre deux formes de rationalité. Aujourd'hui, l'une qui a toute aisance pour se déployer à son aise, et l'on voit les problèmes que ça pose, et l'autre qui lutte vaille que vaille pour se faire reconnaître, exister. Il y a ici un comité d'entreprise qui va permettre que la logique politique puisse quand même être entendue. Là, il va y avoir des dispositifs participatifs dans le travail pour qu'on puisse entendre tout le savoir, toute l'intelligence des travailleurs. Mais ce sera toujours, pour le moment, une atrophie, si vous voulez, de cette rationalité politique, alors qu'il y a en face une hypertrophie
de la logique instrumentale. Comprendre l'entreprise donc comme ça, alors c'est se dire au fond, il y a cette entité politique qui doit être gouvernée d'une manière qui serait conforme au fait qu'il y a cette rencontre entre ces deux rationalités. Et ces deux rationalités sont portées par des acteurs relativement bien identifiables. Des gens qui investissent leurs personnes, des travailleurs, les investisseurs en travail, comme je les appelle, et ceux qui apportent du capital, les apporteurs en capital, les capitalistes. Et en fait, on peut les considérer comme les corps constituants de cette entité politique qu'est l'entreprise. Or, comment est gouvernée cette entreprise? Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'une manière très frustre. Et seuls les apporteurs de capital ont aujourd'hui le pouvoir de peser sur les finalités de l'entreprise. J'aurais pu complexifier un peu le schéma pour justement montrer l'existence d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de sécurité et d'hygiène, d'une délégation syndicale, mais ça ne change pas l'argument, si vous voulez. Ce sont des droits acquis par les travailleurs qui sont fondamentaux, mais qui ne parviennent pas à peser sur le gouvernement de l'entreprise et sur ses finalités. Et quels sont les problèmes donc que pose cet arrangement institutionnel? Je vais essayer d'en identifier 3 ou résumer par 3. Je tiens à dire aussi que j'avais des belles couleurs et que maintenant tout est noir et blanc, mais bon, voilà. L'entreprise capitaliste est dotée d'un gouvernement aujourd'hui qui est illégitime dans le sens où il y a un seul des deux corps constituants qui gouverne. Donc ce gouvernement n'est pas légitime. Hein. Donc vous voyez que j'emprunte des termes de la philosophie politique et de la philosophie du droit. Illégitime, d'une part. Deuxième part, c'est un pouvoir, ce gouvernement détient un pouvoir qui est excessif. Excessif parce que cette rationalité instrumentale est hypertrophiée et n'est compensée par aucune autre force. Et troisièmement, on peut dire, sans trop se tromper, je pense, quand on voit, alors je ne vais pas faire ici l'inventaire, mais que c'est un gouvernement qui n'est pas très intelligent. Il y a moyen de mieux faire. J'avais prévu ici de vous lire un tout petit extrait du traité de John Stuart Mill sur le gouvernement représentatif. Ça date de 1861. Pensez au conseil d'administration de LVMH, Total. Pensez au conseil d'administration. Dans les affaires significatives, il est important qu'aucun groupe de personnes ne soit capable, même temporairement, de faire prévaloir son sic volo sans avoir à solliciter le consentement de qui que ce soit d'autre. Une majorité dans une assemblée unique, lorsqu'elle est caractérisée par une certaine permanence, lorsqu'elle est composée des mêmes personnes, agissant habituellement ensemble et toujours assurées de la victoire de leur propre chambre, cette assemblée devient facilement despotique et excessive si elle est libérée de la nécessité de se demander si une autre autorité constituée pourrait souscrire à cette décision. La même raison qui a décidé les Romains à se doter de 2 consuls rend souhaitable le fait qu'il y ait 2 chambres, qu'aucune d'entre elles ne soit exposée à l'influence corruptrice d'un pouvoir sans partage, même pour le temps d'une seule année. Évidemment, Mill écrivait ça en 1861 à propos du gouvernement de nos États. Et il est vraiment fascinant d'entendre cet extrait en pensant au conseil d'administration
de nos entreprises et significativement de nos grandes entreprises multinationales pour voir que nous avons affaire en fait aux mêmes critiques. Les mêmes critiques qui ont été faites au gouvernement illégitime, excessif et peu intelligent dans l'Europe qui se constituait en voie de démocratisation peuvent aujourd'hui être faites au gouvernement de nos entreprises. Ce sont effectivement les trois justifications que j'ai retrouvées en travaillant sur l'histoire de la démocratisation de nos institutions politiques. Parce que travaillant sur le travail et reconnaissant l'absence de pouvoir, de capacité de peser de cette rationalité politique sur le devenir de l'entreprise, je me suis intéressée à la manière dont nos sociétés avaient géré la transition pour la démocratisation. Et j'ai retrouvé à chaque fois l'existence de ce que j'appelle un moment bicaméral, c'est-à-dire la reconnaissance en fait de la nécessité qu'un autre pouvoir que soi-même pèse sur le devenir commun. Et les trois justifications donc, du compromis bicaméral dans la théorie du droit, ce sont précisément, c'est vu, l'existence d'une seconde chambre est vue comme d'un gouvernement légitime, hein, c'était l'idée du compromis de classe entre les aristocrates et le peuple, la Chambre des Lords et la Chambre des Commons, la condition d'un gouvernement raisonnable, la théorie de l'équilibre des pouvoirs, aucun pouvoir ne peut être absolu, même une chambre démocratiquement élue, et la condition d'un gouvernement intelligent. Hein, c'est l'argument épistémique de l'intelligence de la représentation. Et au fond, il s'agit finalement, si l'on comprend l'entreprise comme une entité politique qui est le lieu de rencontre de deux corps constituants, la logique est simple. Elle est de reconnaître qu'effectivement, ce deuxième corps constituant que sont les investisseurs en travail attendent la mise sur pied d'un gouvernement bicaméral pour gouverner l'entreprise. En reprenant ici un petit peu de large pour bien vous faire sentir avec moi que nous sommes dans une histoire ici qui est une histoire longue. Et cette réflexion que l'on peut faire aujourd'hui, que l'on peut avoir sur les institutions qui gouvernent l'entreprise et qu'il faudrait peut-être démocratiser et pourquoi, c'est une réflexion qui, évidemment, n'est pas neuve. Et notre réflexion aujourd'hui, elle s'inscrit dans une histoire que je vois comme un continuum, si vous voulez, entre la gestion et le gouvernement. Ces deux termes me permettent de regrouper sous le terme de gestion l'ensemble des dispositifs qui ont été imaginés pour faire participer les travailleurs à la gestion du travail. Et la gestion du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, une fois que le conseil d'administration a établi les grandes lignes, une fois que les finalités sont identifiées, eh bien sûr qu'on a tout intérêt à récolter l'avis des travailleurs parce que c'est eux qui sont aux machines, c'est eux qui savent vraiment ce qui est faisable. Donc, il est important de mettre en œuvre les finalités en étant le plus participatif possible. Mais cette participation à la gestion, elle ne permet pas de peser sur les finalités de l'entreprise qui sont toujours considérées comme des prérogatives de l'apporteur en capital. L'autre point du continuum, gouverner. Gouverner, là, il s'agit de peser sur les finalités, de peser sur les finalités de l'entreprise et donc aussi ses moyens, bien sûr. Et là, on va retrouver toute une série de luttes sociales, de travaux, d'idées que l'on peut regrouper sous le terme de citoyenneté économique. Vous aviez dans le programme national de la résistance en France l'idée qu'effectivement le travailleur devait être un citoyen au travail
et Charles de Gaulle a essayé de effectivement avancer sur cette ligne-là quand il était président. Vous avez bien sûr toute la tradition de l'économie, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas si le terme est parfaitement bien choisi, mais enfin, toutes les coopératives, le mouvement des SCOP aujourd'hui. Là, vous avez des moyens institutionnels dont l'entreprise se dote pour que les travailleurs pèsent sur les finalités de l'organisation. Un cas sur lequel je voudrais que nous nous penchions, c'est le cas de l'Allemagne, de la codétermination. Parce que c'est un cas qui est très connu, qui est très souvent pas très bien connu, mais on sait qu'en Allemagne, il y a quelque chose là de particulier, que dans les grandes entreprises, précisément, les travailleurs participent au conseil de surveillance, donc qui, lui, détermine les finalités poursuivies par l'entreprise. Et souvent, d'ailleurs, ce cas est parfois, enfin pas souvent, pardon, mais parfois, ce cas est utilisé comme un repoussoir par différentes familles syndicales, en tout cas, qui disent, ben, vous voyez, les Allemands, ils font de la cogestion, et la cogestion étant évidemment considérée comme la pire chose à faire. Bon, mais regardons un petit peu. L'entreprise de cogestion allemande, elle a une structure de ce type-là. Vous avez donc toujours une structure que j'appelle monocamérale. Le pouvoir législatif, c'est une chambre, mais cette chambre est composée de manière paritaire. Il y a un collège, si vous voulez, des apporteurs en capital et un collège des salariés. Et ces deux collèges peuvent élire des représentants dans le conseil de surveillance. Et le comité exécutif de l'entreprise va rendre compte à ce collège, à ce conseil de surveillance, pardon. Immédiatement, vous sentez que vous avez affaire à une autre chambre. Ce n'est pas tout à fait la même chose s'il y a la moitié des représentants des travailleurs que s'il n'y en a pas ou s'il y en a un ou deux à titre d'observation. Regardons un peu plus en détail. À l'origine, la Mitbestimmung, la codétermination, est instaurée dans les entreprises du charbon, du secteur du charbon et de l'acier de plus de 1000 travailleurs à la sortie de la guerre. C'est un contexte très particulier où les Alliés veulent éviter que ce secteur qui a été un des alliés fondamentaux à la montée en puissance du pouvoir nazi ne puisse retomber dans les mêmes travers. Donc les Alliés vont en fait voir la montée des travailleurs au pouvoir dans le conseil de surveillance comme une espèce de contre-pouvoir au pouvoir des capitalistes qui avaient été complices. Donc à ce moment-là, effectivement, nous avons une codétermination de véritable parité, si vous voulez. 50% des membres du conseil de surveillance sont issus du banc patronal, 50% du banc du côté de l'employeur, et il y a un arbitre qui est élu par les 10, mais qui n'appartient pas à aucun des deux groupes et qui est recherché comme une personne capable d'être un peu neutre, de pouvoir, un sage qui va pouvoir aider le conseil de 10. À ce moment-là, on peut dire qu'effectivement, c'est le seuil en fait pour que les travailleurs puissent peser sur le gouvernement de l'entreprise. Puisqu'il faut au moins que l'un d'entre eux soit d'accord pour pouvoir emporter une décision. Mais ensuite, en Allemagne, donc à partir de 1976, la Mitbestimmung qui est étendue aux autres secteurs est ce que les juristes allemands eux-mêmes appellent une codétermination de fausse parité. Et pourquoi fausse? Parce que cet arbitre, ce président dont je parlais, va être issu du banc patronal. Alors, bien sûr, rien que cela va changer la possibilité dans le comptage des votes, mais même, il faut reconnaître, et l'expérience en Allemagne le montre, que, évidemment, si vous arrivez à convaincre un travailleur, ben, vous emportez la décision en disant ben, nous avons un représentant du banc syndical qui nous suit. Au fond, ça n'est pas très, très contraignant.
Et effectivement, il y a toute une série de scandales de corruption qui ont été soulevés ces dernières années pour montrer qu'effectivement, les représentants des travailleurs sont parfois soumis à des pressions inouïes et ce n'est pas ce qu'on peut appeler un pouvoir très crédible face au pouvoir ici du banc patronal. Mais cela dit, c'est quand même le modèle aujourd'hui qui va au sein des entreprises capitalistes le plus loin. C'est le modèle qui va le plus loin et c'est le modèle qui m'intéresse aussi parce qu'il nous montre qu'il y a eu des innovations institutionnelles au sein du modèle de l'entreprise capitaliste et que cette histoire n'est pas terminée. Et donc, il faut continuer précisément à innover. Il faut poursuivre cette histoire. Et voilà l'histoire longue. Bon, ne lisez pas ça parce que là, c'est un peu indigeste. L'histoire longue dans laquelle la réflexion peut s'inscrire. Je pense que la manière de comprendre ces enjeux peut s'éclairer si l'on comprend, quand vous repensez à ces deux sphères qui se disputent l'influence sur le travail, cette manière de conceptualiser les choses que j'essaye de construire permet de comprendre qu'au fond, le travail est l'expérience du travail est en train, dans l'histoire longue, depuis la naissance du capitalisme, de transiter très très lentement, à force de beaucoup de luttes sociales, de la gestion par le pouvoir privé à son expansion au sein de la sphère publique. Le premier moment, c'est un moment qui a été identifié par Marx lui-même, et dans lequel il mettait pas mal d'espoir, et je pense qu'il avait raison, simplement l'histoire prend son temps, c'est le fait que le travail sort tout simplement des foyers domestiques. Et ça au XIXe siècle, c'est permis par l'existence même du capitalisme industriel, qui va effectivement requérir la présence des ouvriers dans les usines et qui va les sortir des foyers domestiques dans lesquels les petites unités de production artisanales produisaient pour des marchands. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'effectivement, le travail peut se constituer comme une expérience qui va se vivre dans ce qui est, à mon sens, l'ébauche d'une sphère publique. Quand vous commencez à voir d'autres personnes qui partagent les mêmes conditions d'existence, de vie que vous, de difficultés au travail, eh bien, vous commencez à identifier effectivement une forme de démos. C'est balbutiant, ça ne veut pas dire qu'effectivement de classe en soi, on devient une classe pour soi, dans les termes de Marx, mais c'est un début. Et c'est cette sortie spatiale des foyers domestiques qui est le premier moment de sortie du travail de l'espace privé. Ensuite, tout le XXe siècle peut, selon moi, se lire comme cette avancée de la citoyenneté au travail dans l'espace public, si vous voulez. La constitution des mouvements ouvriers, qui occupe le terrain central des luttes politiques. Quand vous ouvrez les journaux dans les années 30 ou dans les années 60, vous allez voir à chaque fois des grands conflits autour de l'économie, du monde du travail. Le mouvement ouvrier devient un acteur central de la politique, n'est pas confiné à l'espace privé, n'est pas dans l'espace confiné du privé et du domestique. Et au contraire, avec ce passage de l'économie industrielle à l'économie de service, aujourd'hui, nous faisons face, en voyant cette attente des travailleurs de peser sur leurs propres conditions de vie au travail, cette intuition de la justice démocratique au travail, l'on voit le travail devenir pleinement part à l'espace public, parce que physiquement, les milieux de travail ne peuvent plus être distingués des espaces publics. Quand vous allez dans un supermarché, quand vous allez dans un hôpital, vous vous trouvez dans un espace public et cet espace public n'a pas encore basculé dans son gouvernement sous les coordonnées d'un espace public démocratique, mais nous sommes à ce
moment de basculement-là, je pense. Et donc la proposition que je fais, qui s'ancre dans cette compréhension, et permettez-moi de dire que cette proposition n'a pas vocation à être là à titre d'argument définitif. Je ne plaide pas pour cette proposition au nom du fait que c'est la bonne manière d'organiser aujourd'hui l'entreprise. Je la soumets à votre sagacité parce qu'elle, je pense, permet de mieux saisir les enjeux auxquels nous avons à faire face. Il ne s'agit pas d'une analogie entre le monde économique et le monde politique en se disant, oui, au fond, on voit qu'il y a des aspirations dans l'entreprise et il faudrait trouver des formes de démocratisation. Non, il s'agit pleinement d'un espace politique, il s'agit pleinement d'une entité politique qu'il convient de démocratiser. Et donc, ce que le chercheur a à sa disposition, c'est effectivement l'histoire. Nous avons visiblement trouvé une solution extrêmement innovante et performante dans l'histoire de nos sociétés occidentales, qu'est cette formule bicamérale, depuis la Rome antique jusqu'à nos jours, et donc pourquoi ne pas s'en inspirer? La proposition du bicamérisme économique vise donc précisément à reconnaître le même poids aux investisseurs en travail que celui qui est déjà reconnu aux apporteurs en capital. Et vous voyez aussi là, c'est la logique de l'affranchissement. Quand je disais tout à l'heure l'intérêt de connaissance d'émancipation, comme dit Habermas, émanciper ex manu capere, cesser de prendre par la main, parce qu'au Forum romain, on achetait un esclave en lui mettant la main dessus. La métaphore est restée pour rendre compte du fait qu'on l'affranchissait, qu'on lui reconnaissait les droits qu'il n'avait pas eus, qu'on le rendait libre. Et donc, le geste de l'affranchissement, que ce soit de l'esclave ou de la femme, c'est de reconnaître simplement les mêmes droits que ceux qui ont été reconnus à d'autres, ici aux capitalistes. Et donc, voilà à quoi ressemblerait l'entreprise bicamérale. C'est très simple comme schéma. L'Assemblée générale des actionnaires est simplement renommée Assemblée générale des apporteurs en capital, et à côté de celle-là, l'on réunit l'Assemblée générale des investisseurs en travail, et à ces deux chambres, l'on reconnaît le droit, le même droit que celui aujourd'hui accordé seulement à l'actionnaire, de se choisir des représentants. Ces représentants vont siéger au sein de la Chambre des représentants, des apporteurs en capital d'un côté et des investisseurs en travail de l'autre, pouvant ainsi déployer leur rationalité instrumentale et politique de manière à peser sur les finalités, la vie de l'entreprise et choisir un gouvernement exécutif qui alors rendrait des comptes aux deux chambres. Vous voyez évidemment toute la différence que cela fait. Quand il faut qu'un comité exécutif obtienne 50% plus une voix du côté des travailleurs, eh bien, c'est un petit peu plus contraignant, évidemment, que de réussir à convaincre un représentant des travailleurs. Et c'est ce droit de veto que les patriciens ont accepté de donner aux représentants de la plèbe, les consuls de la plèbe, dont il s'agit. C'est un droit de veto, effectivement, sur toutes les décisions. Le droit de s'opposer à des décisions qui sont contraires aux intérêts, à la logique de la rationalité de l'autre groupe constituant que je reconnais comme étant nécessaire à l'aventure collective. Et une petite note par rapport à ça, c'est que donc l'histoire romaine, Tite-Live raconte ce passage où les patriciens, devant le refus de coopérer de la plèbe, finalement, vont leur accorder ce droit d'élire deux tribuns de la plèbe, pardon, pas consuls, tribuns de la plèbe. Et ça, c'était en moins 494. Et vous mesurez aussi là combien ce dualisme du corps social est quelque chose de profondément ancré historiquement.
Je sais par expérience que quand on voit ceci, on peut avoir l'impression d'un schéma comme ça très marxiste d'opposition au capital-travail. Mais Marx, c'est un jeunot, si vous voulez, il est ici avec nous. Là, on parle de logique sociale qui date donc de moins 494 et qui se retrouve dans tous les moments clés de démocratisation des sociétés. L'exemple moderne, c'est évidemment l'exemple de l'Angleterre, où la Chambre des Lords se constitue à côté d'une Chambre des Commons, et les deux chambres vont peser sur le pouvoir du roi et puis obtenir que le gouvernement ne soit plus la chose du roi. Mais donc ce sont des logiques très très longues dont il s'agit ici. Voilà les petits, nos ancêtres. Leurs femmes n'avaient pas la chance d'être là. Donc, j'en termine avec ceci pour vous dire que, pour boucler la boucle, l'enjeu que constitue le fait de penser la démocratie économique, il me semble qu'il faut bien le poser et que j'entendais encore hier Jean Ziegler qui vient de sortir un livre, vous avez sans doute lu, il y avait un long interview dans la presse de lui, un homme remarquable évidemment, mais si je peux me permettre d'attirer votre attention, je pense qu'on n'a pas beaucoup de prise sur le problème si l'on pense que le monde économique domine aujourd'hui, ce qui est le thème qu'il répétait. Les grandes entreprises multinationales gouvernent le monde. Mais quelle est la perspective que cela nous offre? Je pense qu'il est beaucoup plus pertinent de se rendre compte que le monde économique, c'est le monde politique, c'est l'extension de nos rapports politiques et que tout simplement, il n'a pas encore été démocratisé. Et donc il faut faire ce qui peut poser problème au regard de certaines sensibilités que je reconnais, mais je pense que nous n'avons pas d'autre choix si nous sommes démocrates et si nous sommes convaincus de la nécessité d'approfondir le projet démocratique, de considérer que les entreprises sont les entités politiques qui n'ont pas encore été démocratisées et qu'il faut démocratiser pour pouvoir assurer l'approfondissement et tout simplement la survie de la démocratie. Voilà, merci beaucoup.